Les enquêtes de Trash Talk. C'est lundi. Yes sir. Lundi rime avec enquête. Bah oui. Tout à fait. Hein? Non? Si, ouais. Je crois que c'est bien ça au niveau sémantique. On s'installe tranquillou en vous faisant un bise. Comme Alex l'a dit, nous sommes... Lundi. Qui est donc Monday. Bah, le meilleur jour, le best day of the week, évidemment. Exactement. Évidemment. Vous le savez, chaque semaine doit démarrer avec une vidéo sur la chaîne préférée de votre joueur préféré. Et la semaine dernière, nous avions commencé ces enquêtes Trash Talk, ou plutôt le retour des enquêtes de Trash Talk sur notre chaîne avec un petit hommage à monsieur David Stern. Vous pouvez regarder évidemment cette vidéo. Qu'aurait été la NBA si David Stern ne l'avait jamais géré? Aujourd'hui, contexte particulier, semaine particulière. Hommage là aussi à monsieur Kobe Bryant. Puisque comme vous le savez, il y a quasiment un an, jour pour jour, monsieur Kobe Bryant nous a quittés dans un tragique accident d'hélicoptère. C'était le 26 janvier 2020. Ouais. Et plein de questions évidemment qu'on a pu se poser depuis, mais une qu'on voulait aborder aujourd'hui qui est liée énormément à sa carrière en NBA quand même. Tu crois? Tu crois que ça a joué? Enfin, sur la carrière de Kobe, ça a certainement joué, on va en parler. Sur l'histoire du basket et des Hornets. Ah ouais, sur l'histoire des Hornets, on va en parler, ouais. Le palmarès, s'il vous plaît. Je crois que la photo là, qui est sur la télé et qui sert de couverture de miniature, je crois qu'il y a moyen qu'elle tire une petite larme à pas mal de fans du côté de la Caroline du Nord, quand même. Alors, tout à fait. Il y a des larmes en Caroline du Nord, il y a des yeux très très rouges et de la bile dans l'estomac chez les fans des Lakers, je pense, en voyant cette photo. Parce que forcément, Kobe, on ne l'a que connu avec le maillot jaune et violet. On va y revenir par la suite. Mais donc, vous le savez, les enquêtes de Trash Talk, ça ne bouge pas. Le concept, il est simple. On prend les grandes questions dans l'histoire du basket, toutes ces énigmes qui ont marqué l'histoire. On les prend et on coupe ça en 3 séquences. D'abord, la remise dans le contexte. On raconte un petit peu toute la story qui explique cette question. Puis ensuite, on fait la boîte à SF. On va pouvoir faire des allers-retours entre le futur et le passé. Et enfin, on termine par l'échelle du what if, quoi. La taille du what if. De 1 à 5 étoiles pour savoir si c'est plus ou moins important. Maintenant que, j'ai envie de dire, la table elle est posée, vous savez quelle question on doit se poser. Ah, qu'est-ce qu'on mange, quoi? Quelle belle transition. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange en transition? On est en hiver. Alex, vas-y, commence. De quoi? Tu veux que je commence? Ouais, tu manges quoi? Moi, j'avoue que... Là, ces derniers temps, je suis sur toutes les variétés de trucs qu'on peut faire à base de pommes de terre, tu vois. Très bien. Et ouais. Et des petites galettes, tu sais, les petites galettes de pommes de terre émiettées un peu que tu fais en galettes. Un peu d'oignon. Galettes de pommes de terre mélange avec oignon ou que pommes de terre pures pour les puristes. Bien sûr. Ou pour ceux qui ont un truc à faire après et qui veulent pas puer de la gueule. Peu d'ail. Un peu d'ail, mais un tout petit peu d'ail. Tu vois? Donc, galettes de pommes de terre, ça marche très bien. Alors, si t'as une grosse faim, tu peux te faire une petite pièce de bidoche avec, mais sinon, juste des légumes, tu vois, d'autres légumes. La pomme de terre, ça peut être un légume ou quoi, mais haricots verts ou trucs comme ça. Voilà, galettes de pommes de terre. À base de galettes de pommes de terre. Léon, si ça marche. Bah, c'est pas bon, les galettes de pommes de terre? Non, je sais pas. Léon, on est sur quoi cette semaine? C'est un légume à pommes de terre. Oui. Bah, c'est un féculent. Ouais. C'est pas un féculent, Léon? On est sur... Moi, je vais me faire un petit burger, tiens. Ah, mais bâtard! Excuse-moi, alors franchement, j'étais sur un burger maison. Dans ton burger, tu peux glisser une petite galette de pommes de terre. Est-ce que tu sais que c'est un fruit? Sans problème. Est-ce que tu sais que c'est un hyper fruit? bon. Ou tu peux même ne pas prendre de pain et mettre ça entre 2 galettes de pommes de terre. Voilà. On va se faire ça. Écoute, Léon, on va se checker parce que je partais sur un bon burger maison. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais ça dépend. Le simple, classique. Parfois, ça sert à rien de chercher compliqué. Une bonne pièce bouchère avec une tranche tomate, salade, simple. Plutôt roquette d'ailleurs en salade. Dans le burger, la roquette. La roquette, c'est parfait. Et alors, si on est un petit peu goûtu, on met une tranche d'avocat. Oui, tout à fait. Oignon rouge. Et on est content. Et avec ça, vous faites une galette de pommes de terre. Je sais pas si vous connaissez. C'est extraordinaire. Et vous pouvez la tremper dans votre bleu champané. Franchement, ça cartonne. Et voilà. Dites-nous évidemment ce que vous mangez aujourd'hui. C'est comme ça qu'on commence bien la semaine avec de la bouffe. On ne va pas perdre de temps. On va se pencher tout de suite sur cette enquête. Kobe Bryant et les Hornets. Certains se posent la question. Quoi? Parce que j'en vois certains qui se disent mais attends, mais je n'ai connu
Kobe qu'avec le maillot des Lakers. Oui, mais il faut le savoir et on va remettre tout de suite le contexte dans cette première partie. Kobe, pendant 2 semaines, a porté le maillot. Le maillot. Kobe a été un membre dans les faits. Kobe a été un membre des Hornets pendant 2 semaines. Sur le papier, comme fait, on a Kobe qui monte sur l'estrade de la draft, qui serre la main de monsieur David Stern avec une casquette Hornets sur la tête. Cette photo existe. Ça, ce sont les faits. Cette photo existe. C'est une enquête, ça démarre toujours avec des faits. Hein. Tout à fait. Enfin, sauf certaines, mais là, celle-ci, elle démarre avec des faits. D'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, je me permets de reprendre le gimmick parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. On l'avait fait sur toutes les enquêtes précédentes. Nous sommes le 26 juin 1996, East Rutherford, New Jersey. Ouais. Kobe Bryant, numéro 13 de draft. David Stern arrive. With the 13th pick of the 1996 NBA draft, the Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion Pennsylvania. High School. Tout à fait. Exactement. Pennsylvanie. Exactement. C'est une phrase qui marque des gens. Remettons le contexte complet. Il y avait des choses qu'on savait pas à ce moment-là, il y avait des choses qu'on savait pas encore. Bien sûr. Mais on va se permettre de rentrer dans les entrailles parce que ça sert à ça, les enquêtes. C'est qu'on peut juste donner les faits, mais on peut aussi parfois apporter des petites choses parce qu'on s'est renseigné, bien évidemment. Nous sommes sur un jeune homme, fils de basketteur, Joe Jelly Bean Bryant, qui a grandi en partie notamment en Italie, qui est revenu donc en Pennsylvanie pour faire son lycée à Lower Merion et qui est un phénomène, puisque... Phénomène au lycée. Phénomène au lycée, totalement, puisque Kobe va quand même créer un sacré buzz en zappant la NCAA et en s'inscrivant directement à la draft. Kobe a 17 ans. Il a 17 ans, il est tout bien prétentieux comme un petit Kobe déjà, et il pense que lui, l'université, lol, pourquoi faire ? Moi, je vais chez les pros direct. Faut dire qu'à l'époque, entre guillemets, je sais pas si c'est à sa décharge ou quoi, mais à l'époque, on vient d'avoir à la draft 95 où Kevin Garnett vient de le faire, par exemple, à la draft juste avant. Bien sûr. Donc, c'est pas genre un mouvement que Kobe a lancé. C'est un mouvement dont il est dans les premiers gros gars qui sortent du lycée et qui vont avec un gros talent après nous faire une grosse carrière. Je veux dire, à la draft juste avant lui, il y a un mec qui est pique en 5, je crois, Kevin Garnett, et qui sort du lycée et qui est un phénomène athlétique, machin, nanana. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce qui est différent avec Kobe, et c'est là que ça effraie pas mal de franchises, parce qu'on tombe quand même en 13e position pour un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Après, tout dépend où est-ce que vous l'avez mis dans votre classement all-time. On va en parler surtout de comment tu tombes en 13e position. Tout à fait. Mais, on va se régaler là-dessus. Mais il faut se dire que oui, en effet, Kevin Garnett, il est sélectionné en tant que lycéen l'année précédente à la draft 95, qu'on a eu Moses Malone, si je dis pas de bêtises, qui a été lui aussi sélectionné par le passé. En tant que lycéen, avant, bien sûr. Moi j'ai cité Kevin Garnett parce que c'est vraiment la draft juste avant. Bien sûr. C'est la même génération. C'est lui qui casse la barrière, tout à fait. C'est la même génération, quoi. Mais la différence marquante avec Kobe, et c'est là que ça fait flipper pas mal de monde aussi, souvenez-vous à l'époque, c'est que on est sur des intérieurs qui sortent du lycée. Un arrière qui sort du lycée et qui zappe la case NCAA, ce n'est jamais vu. On ne fait pas ça. Il faut être un pivot dominant pour oser se permettre ce genre de move. Effectivement. Alors que là, Kobe, c'est le premier arrière. Vraiment, je le remets juste dans le contexte parce que c'est le premier guard à faire ça. Donc, du coup, pour continuer le contexte, sans faire offense à la draft 95 de Kevin Garnett, mais la draft 96, v'là la QV. Hashtag v'là la QV, franchement. Allen Iverson, Ray Allen, Jermaine O'Neal, Stephen Marbury, Steve Nash, Peja Stojakovic, qui j'oublie là dedans. Sharif Abdourahim, tout à fait. Marcus Camby. Enfin, genre, oui, Marcus Camby, numéro 2. Antoine Walker. Enfin, genre, il y a une draft. Bien sûr. Il y a Samaki Walker aussi. On va faire l'ordre de la draft après. Ça, mais il y a une draft avec un niveau extrêmement sérieux. Qui fait que, du coup, le petit Kobe qui sort du lycée, beaucoup de scouts ont bien conscience, évidemment, de son talent inné, impressionnant, et il casse tout au lycée, hein, Kobe. Mais il y a quand même aussi, pas forcément de la crainte, mais quelques réticences par rapport à son âge. Et surtout, c'est pas comme si t'avais pas du talent autour, quoi. Bien sûr. Ah non, il y a beaucoup de joueurs dans la draft qui font penser que Kobe, en fait, oui, il peut glisser de la loterie, tout simplement. C'est une phrase qui se dit aux abords de juin 87. Parce qu'il y a d'autres joueurs dans la loterie, au-delà même de critiquer le talent de Kobe, c'est plus genre, mais pourquoi je prendrais le gamin de 17 ans avec beaucoup de risques et tout, alors que je peux prendre Lorenzen Wright. Tout à fait, et c'est pour ça que je remettais juste sur la table le côté première fois qu'on a un guard qui est sélectionné en sortie de lycée, parce que
Quand aujourd'hui on voit des joueurs par exemple qui ont fait à la Emmanuel Moudier, qui ont fait par exemple une année à l'étranger hors circuit, on est sur quelque chose de totalement novateur. Il faut que quelqu'un prenne le risque et voit si ça le fait. Là, en l'occurrence, avec Emmanuel Moudier. Tu veux faire un comparo Moudier et Kobe, là? Non, je fais. Attention, ça, c'est toi qui le permets. Non, c'est pas ça que je me permets. Ce que je me permets, c'est de rappeler quand même que on a dans les comportements des habitudes à chaque draft et que lorsqu'il y a quelqu'un qui casse un petit peu la dynamique des années précédentes, c'est nouveau. Regarde, par exemple, aujourd'hui, on a plein de joueurs qui décident d'aller, par exemple, en D-League. Plutôt que d'aller forcément en NCAA. Bon, bah si tu prends ce risque-là et qu'après ça devient payant, ça peut devenir quelque chose d'historique. Pas un standard, mais au moins quelque chose que d'autres mecs veulent copier et tout. Ça, je suis d'accord. C'est ça. Et donc à la draft, on a pas mal de hype, comme tu le disais, autour de Kobe. On a certains scouts qui se disent qu'est-ce que ça pourrait donner avec ce garçon? Est-ce que c'est un trop gros risque? 17 ans, fils de joueur de NBA, certes, mais bon, quand même, quelle arrogance, ce garçon qui porte ses lunettes sur sa tête et qui dit fuck la NCAA, je vais aller directement en NBA. Bon. C'est tendu quand même. C'est tendu. Donc on a ce jeune joueur, on a cette draft extrêmement fournie en talent au passage sur les lignes arrière, parce que Marbury, Iverson, Ray Allen, Steve Nash, toi il y a du monde, Kerry Kittles et tout. Évidemment. Voilà, Kerry Kittles, on va peut-être dont on va reparler pendant cette draft. On a ça, on a donc pas mal de scouts qui se posent des questions et nous avons en Californie un certain Monsieur West. Jerry de son prénom. Monsieur Al West. Exactement. Monsieur West qui est dans une situation où il doit bouger, où il est donc le boss du sportif des Lakers à l'époque déjà, évidemment. Jerry West, après en avoir été une des égéries sur le terrain dans les années 60, début 70. Tout à fait. Il est maintenant à la tête du sportif, Jerry West, The Logo, dont on a déjà vanté maintes fois les mérites dans des vidéos et tout. C'est un GM de génie. Je pense que là, ce dont on va parler là est un de ses plus grands coups, si ce n'est le plus grand. Ouais, tout à fait. Contexte pour lui, Lakers qui viennent de se faire sortir en demi-de-conf, si je dis pas de bêtises, assez sèchement, sur le retour d'un Magic Johnson un peu grassouille, qui nous a fait un retour genre à la mi-saison, et voilà, et ben, bref, c'est le retour un peu de trop. Enfin, là, Magic Johnson en juin 96, les Lakers viennent de se faire éliminer. Magic Johnson vient de prendre une vraie bonne grosse retraite définitive, et donc on a un projet Lakers où on se dit merde, c'est qui la star, elles sont où les paillettes, c'est quoi le niveau de ce groupe là avec dedans des bons joueurs, Nick Van Exel, Vlade Divac, Eddie Jones, t'as des vrais bons joueurs de basket, Elden Campbell, voilà, mais sauf voilà, ça va où? Et donc Jerry West, lui, avec son pif légendaire, bah il sent tout ça et il veut absolument tout de suite pas perdre de temps et tout de suite, pas appuyer sur le gros bouton rouge, mais tout de suite faire des grandes manœuvres pour ramener les paillettes et le succès à Los Angeles. Et sa première cible au tout début, c'est pas Kobe. Non, au tout début. Ah oui, tout à fait. De quand j'imagine, ils se font sortir des playoffs, on doit être en mai, quoi, en gros, quoi. Et donc Jerry West, voilà, il commence il a tout le mois de juin pour travailler, il se dit ça va, j'ai 3 semaines, je vais pouvoir créer une dynastie. Je me permets, hein. Non, parce que quand même. T'as donné la feuille de papier là, s'il te plaît. Parce qu'il y a un gros patapouf du côté d'Orlando, avec qui ça se passe pas très bien. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Shaquille O'Neal, qui est en difficulté, c'est-à-dire dans ses discussions avec le Magic d'Orlando. Et en effet, la cible, c'est celle-là, mais il faut aussi quand même dire que Jerry West a ses yeux sur le Shaq, mais qu'il faut pas juste Shaq, il faut aussi des joueurs autour. Et donc le phénomène Kobe, on va peut-être le tester quand même. Ouais, surtout que Jerry West a plusieurs problématiques à régler. Il voit toute la NBA, sait bien qu'à Orlando, voilà, ça se passe pas forcément bien entre Shaq et le front office et tout, comme tu viens de le dire. Sauf que le Shaqtos, en agent libre, il faut absorber son salaire. Tu ne peux pas payer ça 5,95 €. C'est là que Jerry West se dit, bah moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire d'une pierre deux coups, quoi. C'est ça. Hein, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et autant donc, virer tous les joueurs. En tête de trader Vlade Divac. Bien sûr. Parce que Vlade Divac, à l'époque, si je dis pas de bêtises, a le plus gros contrat des Lakers. Et en plus, il joue pivot, donc tu vois, du coup, il y a depuis quelques années aux Lakers, ouais, donc forcément, avec son ancienneté, c'est une pièce importante. Donc, il se met en tête, Jerry West, de se débarrasser du salaire de Vlade Divac sans avoir de contrepartie en face pour pouvoir libérer du cap afin de signer le gros Shaq. C'est ça. Ça, c'est la première partie. C'est le premier effet qui se coule, quoi. Tout à fait. Et ensuite,
je sais pas dans quel sens tu veux la raconter, mais en gros, après, tu mettras tes détails. Quand je pense que, après, je suis pas dans la tête de Jerry West, mais quand il trouve le client Hornets, qui a donc son pick 13 de draft, là, dans sa tête, à Jerry West, il y a un autre truc qui se met en route, se dit, attends. Avec ce pick 13 là. Ah bah tu peux peut-être essayer Dis donc. Bien sûr, tu peux peut-être essayer d'avoir un couillon. Est-ce qu'on pourrait pas choper un Hall of Famer? Bien sûr. Alors, pour rentrer encore plus dans le détail. Ah oui, non, plus dans le détail, je mets les grandes bases. Tout à fait. Moi, je raconte juste le storytelling pour ceux qui sont en train de faire la vaisselle ou qui veulent en savoir un peu plus. On est à l'époque on n'est pas tout à fait sur les mêmes choses qu'on a aujourd'hui avec Twitter, avec YouTube, etc. Donc, quand tu conduis un workout avec un jeune, tu le conduis et tes infos, elles sont pour toi. Tu peux peut-être fournir certaines informations à des collègues copains, mais sinon, démerde-toi pour essayer de l'avoir. C'est vrai. Jerry West va organiser un workout avec Kobe Bryant du côté du sud de la Californie. Le workout va durer 20 minutes. Ouais. Il dure 20 minutes et Jerry West dit stop, on arrête tout. C'est bon. Et il discute notamment avec l'agent de Kobe Bryant, Arn Tellem, et avec la famille de Kobe en disant Kobe a dit qu'il adorerait pouvoir jouer dans un gros marché comme Los Angeles, avec une franchise aussi mythique que les Lakers parce qu'il adore Magic Johnson. Nous, on peut réaliser ça, mais on va faire un plan où on va faire péter un câble à n'importe quelle autre franchise qui veut essayer de récupérer ce mec. Qui pourrait éventuellement être intéressé. Exactement. Donc rien que déjà, Premier League de Jerry West, on a fait un workout de 20 minutes. Bof. Ouais. Par contre, si tu demandes à Michael Cooper, tout fraîchement retraité, comment ça s'est all defensive pendant 10 ans, prenez-le. Mais il est relou le gamin. Prenez-le. Oh, il est relou le gamin. Prenez-le. Bien sûr. Et il y a un vrai travail d'étouffement des premiers bruits parce que pourtant, quelques semaines auparavant, on avait une bataille notamment qui était assez intéressante, c'est qu'on avait Nike qui évidemment cartonnait avec Jordan. On avait Adidas qui essayait de se trouver une place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si beaucoup de gens achètent des Kobe de chez Nike, avant c'était un athlète Adidas. Bien sûr. Avec le gourou de la pompe, Sonny Vaccaro, qui va notamment dire ok, bon, très bien, la famille de Kobe ne sait pas s'ils vont avoir des garanties avant la draft, on va le signer avec Adidas, et entre Adidas et Jerry West, on va dire à tout le monde, laissez tomber, on veut essayer au maximum qu'il rejoigne les Lakers, il faut faire un plan maximal pour dire non, ce gamin, en fait, c'est assez particulier parce qu'on a de la hype. Il fait le ABCD Camp où il y a plusieurs gens qui observent Kobe et qui disent wow, ouais, dis donc. Il y a du talent quand même. Ouais. Il y a Adidas qui commence à signer un contrat à hauteur de $1 million par an, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a qui se disent un gamin qui est même pas majeur. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de hype sur ce gars Et Jerry West qui fait arrête. C'est ça. Mais tu vas te taire, oui. Voilà. Et en plus, Jerry West, le truc, c'est qu'il a des cibles. C'est-à-dire qu'il y a des équipes dont il a pas vraiment peur. C'est-à-dire que, si tu veux, les Sixers en 1, qui draft Camby en 2? Les Raptors, tu vois ce genre d'équipe là, je crois les Grizzlies Abdouraï. De toute façon je vais te la faire. Ouais, voilà, Marbury, tout ça. Enfin, je pense que jusqu'au pick 5-6, il a pas trop peur. Oui. Notre ami Jerry West, parce que oui, il y a de live sur Kobe, mais il y a des joueurs énormes en sortie d'université, genre Iverson, voilà, Ray Allen, ça rigole pas du tout, Stephen Marbury, pardon, mais voilà, l'autre c'est une légende énorme. De New York et tout machin. Ouais. Donc il a pas trop peur. Là où il a un peu plus peur, si tu as la draft sous les yeux, si tu peux me dire qui pique en 7. Ah bah en 7 c'est simple, c'est Lorenzen Wright au Clippers. Non mais c'est Clippers, voilà. Et en 8, il a très peur des Nets. Les New Jersey Nets, coaché par John Calipari. Voilà. Et là, va y avoir tout un travail d'étouffement de cette hype. C'est ça. Va y avoir tout un travail, la famille, tout le monde s'y met. Kobe, tout le monde s'y met et tout pour un peu décourager clairement les Nets de prendre Kobe Bryant. Bien sûr. Parce que derrière, en 9, en 10, en 11, il y a pas mal d'intérieur et tout, il y a des besoins différents. Et là, Jerry West mise pas mal sur... pas, j'allais dire, l'incompétence des autres GM, parce que c'est vache, c'est pas ça vraiment, mais sur le côté, genre, Kobe n'est pas vraiment dans leurs besoins. C'est ça. Donc, ils vont peut-être pas le prendre, alors que les Nets... Ah, c'est les Nets là, si, parce qu'il y a un vrai danger. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez un truc, c'est... Imaginez une draft qui démarre demain, où vous êtes complètement dingue d'un gamin, mais vous n'avez même pas votre spot dans la draft. C'est-à-dire que les Lakers n'ont même pas le pick 13. Non. Il appartient en Nets, et donc tu dois faire... C'est-à-dire tu dois faire un coup de poker. C'est une il prise de risque. Nets, il est tradé quand même.
Enfin, il y a le trade de Divac quand même. Oui, tout à fait, mais je veux dire par là, c'est que, avant même, parce que le trade, il a lieu 2 semaines après, mais dans l'ordre, en termes, normalement, si je dis pas de bêtises, en termes de chronologie, tu as les Hornets qui sont en 13. Oui. Donc les Lakers qui aimeraient avoir Kobe se disent, bon, on ne peut pas compter sur 1, comme tu viens de dire, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, sur 7. Le 8, c'est notre danger parce que ce sont les Nets. 9, 10, 11, 12, on se serre les fesses pour qu'en 13, on puisse faire un potentiel transfert avec les Hornets. Oui, mais... je pense... C'est le pari qui est fait par les Lakers. Oui, c'est le pari qui est fait, mais le gros pari, c'est surtout de faire en sorte que Kobe tombe jusqu'en 13. Oui, tout à fait. Parce que le trade, il met un peu de temps à être effectif. Bien sûr. Mais je pense qu'au soir de la draft, Jerry West, il sait que les Hornets draftent pour lui. Hein. Normalement, oui. Mais et on va, bien sûr. Après ça, on n'est pas dans la tête de Jerry West, faudrait lui poser la question, mais... Non, tout à fait, mais ils étaient assez persuadés, tout à fait. Et tu parlais des Nets qui sont en effet en 8. Les Nets ont donc un besoin clair, c'est de talent, et comme par hasard, sur le poste d'arrière. Ouais, voilà, exactement. Alors que du côté de... Bien sûr. Alors que du côté de Charlotte, parce que c'est important aussi de faire la review globale, c'est que Charlotte, t'es une équipe sympa des années 90 où tu viens de faire des playoffs, etc. C'est sympathique, mais tu as Dell Curry, Ricky Pierce, t'as certains gars qui sont déjà bons et effectifs sur le poste derrière, t'as Glenn Rice qui a un niveau All-Star sur le poste d'ailier. Bah, t'as encore Larry Johnson, après il va se faire trader cet été-là, donc faut regarder les dates exactes. Ouais. T'as pas Kenny Anderson aussi. Kenny Anderson a été là, je pense, la saison précédente. La saison précédente, mais il sera plus là après. Mais il vient de finir une saison. Ils viennent de finir une saison avec Larry Johnson, Dell Curry, Kenny Anderson, Glenn Rice, évidemment, comme tu as cité. Il y a aussi Kendall Gill. Kendall Gill qui est là. Peut-être plus un 2-3, mais quand même, il est sur ces postes-là. Hein. Bien sûr. Tu vois, donc évidemment, le Papa Curry, le grand, l'immense, l'incontournable Matt Geiger. Tout à fait. Hein, Juste avant l'arrivée de Muggsy Bogues, enfin d'autres garçons, il était déjà là, d'autres meneurs qu'on avait vu, notamment BJ Armstrong qui passera par là, notamment pour faire une belle saison, et un nouveau coach, Dave Cowens, qui est un acteur qu'on oublie un peu souvent dans cette saga, parce que Dave Cowens, tu te dis, bon, c'est un nouveau coach, très bien, super, sauf que, bon, comme on va le voir dans la suite de cette story, restons sur les Nets pour le moment. Tu le disais, les Nets sont 8e. Il faut essayer de les décourager. Comment on fait? Parce que les Nets ont Kobe Bryant dans leur viseur. On leur explique par tous les moyens possibles que Kobe Bryant, il n'a pas envie de jouer dans le New Jersey. Non. Il y a la maman qui le dit, il y a le papa qui le dit, il y a l'oncle qui le dit, il y a l'agent qui le dit, il y a Adidas qui le dit, il y a tout le monde qui le dit, c'est pas la peine. Tout à fait. Faut pas le prendre parce qu'il a pas envie, les gars. Exactement. C'est pas bon, ça. Tout à fait, jusqu'au point même que le soir de la draft, ça parle quand même de Kobe qui pourrait jouer en Italie s'il est drafté par les Nets. Non mais littéralement, c'est-à-dire qu'il est question de... C'est un tissage, c'est tellement du bullshit fait par Aaron Tellem et par Vaccaro et par les Lakers, Jerry West. Ils sont les premiers, Mitch Kupchak d'ailleurs, qui est l'assistant de Jerry West à l'époque, c'est les premiers à dire si, mais regardez, son père il a joué en Italie, et puis il adore l'Italie, et puis s'il est pas content, c'est ce genre de gamin qui prend la grosse tête. Alors tu sais, il peut prendre le premier avion pour aller jouer Virtus Bologne, limite. C'est ouf, les Nets, on les chocotte et ils sont très très chauds à l'idée de prendre Kobe. Kobe, à la base, tu te dis, bon, bah ça fit trop avec leurs besoins, il va être drafté par les Nets, il va être coaché par John Calipari, et ça va devenir un rookie excitant à New Jersey. Ouais, bien sûr. T'as aussi les Sixers qui voulaient prendre Iverson en 1 et faire un échange pour monter jusqu'en 10-11 contre je sais plus quelle équipe, et pour pouvoir avoir Iverson et Kobe Bryant. Ça, elle est belle. On est passé pas très loin du backcourt. Avec un certain gars là, qui s'appelle Dileo, je crois, si je dis pas de bêtises, un scout à l'époque du recrutement des Sixers, bien sûr, qui avait très 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 envie d'avoir un backcourt Iverson-Kobe Bryant. Oui. Moi, je dis juste la phrase, les Sixers auraient pu avoir un backcourt Iverson-Kobe Bryant. Voilà. Oui, c'est important. Vous en faites ce que vous voulez. Vous faites vos petits films. Philadelphie. Vous faites vos petits. Bah oui, il est de là-bas. Il a fait son lycée dans le coin. Il est né là-bas. Qu'y a-t-il de plus Philadelphie que Allen Iverson? Kobe Bryant. Elle est forte cette phrase en 96. C'est chaud. Donc voilà. Donc du coup, tous ces stratagèmes fonctionnent. Ça met la pression aux Nets qui lâchent le steak, prennent Kerry Kittles. Derrière, en 9, ça prend du Samaki Walker. En 10, ça prend du Eric Dampire. En 11, ça prend du Todd Fuller. Tu te rends compte un peu du délire? Ouais. Pour ceux qui veulent, tu veux que je te fasse dans... Et en 12, l'inévitable Vitaly Potapenko, bien sûr. Je refais dans l'ordre complet, comme ça après tu peux continuer. Iverson aux Sixers en 1. Marcus Camby aux Raptors en 2. Sharif Abdurrahim à Vancouver en 3. À Vancouver, les Grizzlies de Vancouver à l'époque.
Transfert entre les Wolves et les Bucks. Il y en a un, Stephen Marbury qui part à Minnesota. Il y a un autre, Ray Allen qui part à Milwaukee. Tout à fait. Antoine Walker va à Boston. Lawrence Enwright va aux Clippers. Et donc Kerry Kittles tout à fait en 8 aux Nets. Numéro 9, Samaki Walker à Dallas, intérieur. Parce que si certains connaissent pas Samaki Walker, on n'est plus sur du pivot. C'est à l'intérieur, clairement. Eric Dampier, meneur. Intérieur. Eric Dampier à Indiana. Todd Fuller, bon, personne ne sait qui c'est. Todd Fuller à Golden State. Et alors Vitaly Potapenko, les Lakers vont le connaître par la suite, mais Vitaly Potapenko à Cleveland. Le plan est intact. On y est. On est en pick 13 avec les Hornets. Il ne faut pas chier dans la colle. Il y a un trade dans les tuyaux. C'est ça. Il y a un trade dans les tuyaux, clairement, qui fait que qui n'est pas officialisé à ce moment-là, principalement parce que Divac va quand même pas mal après la draft et tout. Divac va quand même menacer de potentiellement de prendre sa retraite. Parce que les Charlotte Hornets et tout machin, ça lui casse les couilles. Le deal a failli sauter à cause de ça. Hein. Mais bien sûr, c'est normal. C'était Vlad Divac. Les Hornets. Tu draftes en 13. Moi, j'en suis intimement convaincu, le joueur que Jerry West a demandé de drafter en 13 parce que t'as un trade qui est dans les tuyaux. Sauf si le trade se fait pas, bah tu gardes le joueur et puis terminé, démerdez-vous les Lakers. Kobe en sortie de bande et Ricky Pierce, c'est plus. Voilà, point barre quoi, peinard. Donc voilà, ça va mettre plusieurs semaines à se faire, mais Kobe va bel et bien démarrer sa carrière de basketteur professionnel avec un maillot des Lakers sur les épaules. C'est ça. Voilà. Le 26 juin, c'est la draft. Le 11 juillet, le deal est officialisé. Ça fait 2 semaines exactement. C'est 2 semaines pile. 2 semaines pour que le 11 juillet, ça se fasse. Vlad Divac, notamment, rencontre les dirigeants des Hornets, visite la ville de Charlotte, se rend compte qu'il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, remettons le contexte quand même, parce que à l'époque, en 96, mais surtout en 97, un an plus tard, tu te dis, bon, pour une raison simple, c'est que derrière, les Hornets vont quand même faire une des meilleures saisons de leur histoire. C'est que les Hornets de Dave Cowens et Vlad Divac et compagnie, il y a 54 victoires pour 28 défaites. Bon, après, ça se fait fumer vite en playoff, oui, tout à fait. par les Knicks. Quoi. Mais 54 victoires pour les Hornets. De Larry Johnson et de Pat Ewing. Hein, la vengeance. Voilà, je crois que c'est un sweep. Hein. Tout à fait, mais c'est un sweep qui se prenne. Hein. Mais t'as quand même 54 victoires. T'as une belle régulière. Avec Vlad Divac, où tu venais de faire ce deal-là, où tu t'es dit, oui, le rookie là en sortie de banc chez les Lakers, bon bah tranquille, on a gagné le trade. Ah, tu peux te dire ça, tout à fait. On a gagné le trade. Ouais, tu peux te dire ça, bien sûr. Ouais. On a gagné le trade. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la saison 95-96, donc pré-draft des Hornets, est une saison plus ou moins à l'équilibre en termes de victoires, mais je crois qu'il n'y a pas de play-off. Et ensuite, la saison 96-97, c'est une saison à 54 wins, comme tu viens de le dire, mais avec un résultat assez décevant en play-off, où, comme ça, à court terme, en mode conclusion hâtive, tu peux dire, bon, mais en même temps, on a construit. Bien sûr. En plus, ça nous a permis de trader Larry Johnson contre Anthony Mason au Knicks. Du coup, on a quand même récupéré un All-Star. Quand même, hein. Donc du coup t'as un front de courte, Glenn Rice, Anthony Mason, Vlad Divac, t'as Muggsy Bogues à la main, t'as des Tony Delk ou des Del Curry et tout, tu vois, pour compléter un peu tes extérieurs là. T'es bien. Ah ouais, non, bien sûr, bien sûr. T'es bien, t'es peinard. Et pendant ce temps-là, à Los Angeles, bon bah le petit jeune il est remplaçant quoi. Et puis bon, vite fait quoi. Pendant la saison 96-97. Ouais, tout à fait. Tu me dis si je dis des bêtises, hein, dans la chronologie, le 11 juillet, le trade est officiel, donc Kobe est un Laker. Quelques jours plus tard, le 18 juillet, il signe le Shaq. Il signe le Shaq, bah oui, parce qu'il fallait que le trade soit officiel pour libérer la masse salariale suffisante pour pouvoir proposer un bon gros contrat au gros Shaq. En 7 jours, tu récupères 2 des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Ah bah oui. Respectivement 9e et 10e, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. 8 et 10. 8 et 10. Oui, 8 et 10 d'ailleurs, t'as raison, tout à fait. Oui, vous les mettez toujours dans l'ordre que vous voulez. Oui, non, mais c'est un coup de maître de Monsieur Jerry West. Il n'y a rien à dire. Tu le disais, je t'avais interrompu sur le côté, oui, tout à fait, Monsieur Kobe qui est en sortie de banc à ce moment-là. Oui, disons qu'au bout d'une saison, là, c'était pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement. T'es côté Hornets, tu peux croire éventuellement que tu as gagné le trade. Alors nous, évidemment, aujourd'hui en 2021, on fait cette vidéo. On sait très bien qui a gagné le trade. Hein. Là, désolé Charlotte, hein, mais c'est pas pour vous. Ouais. C'est pas pour vous ce coup-ci. Tom et Jerry. Et donc c'est tout l'intérêt de cette enquête et de ce what if du jour, c'est que voilà, regardez la photo là. Qu'est-ce que ça a donné si avec Kobe avait joué
Avec le maillot de Nico. Tout parti de sa carrière avec ce beau maillot bleu des Hornets. Magnifique. Qu'est-ce qui se serait-il passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Je rappelle juste avant qu'on appuie tout à fait sur la transition. 7 points de rebond, une passe, 41% au tir et 65 matchs en tant que remplaçant. C'est la première saison rookie. Mais donc évidemment, maintenant qu'on a refait tout le contexte, on va devoir se poser des grosses questions. Alex, je pense que c'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF. Elle est allumée, faut peut-être l'éteindre ou faut la laisser allumer? On la laisse allumer. Tu laisses allumer. À vos ordres, chef. C'était autoritaire. Ouais. Dans cette section, vous pouvez aussi y participer. On se pose des grandes questions. Nous connaissons le passé et le futur. Quelles questions on a pu noter et qu'on peut se poser maintenant qu'on a tous les éléments en tête? Alex, je te tends la perche, on va se faire un joli ping-pong. Première question qui te vient à l'esprit? Les Hornets auraient-ils au moins un titre? Bah oui. On va pas tourner autour du pot pendant 150 ans. T'as raté Kobe Bryant. T'as tradé et t'as pas pris Kobe Bryant. T'as pas pris l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Un arrière complètement all-time. Un mec sur lequel tu peux complètement construire une franchise qui gagne un titre. Oui, donc on se pose la question. Est-ce que si tu l'avais drafté en 96, est-ce que tu aurais été capable? Du coup, la question, c'est ça en détail. Est-ce que tu aurais été capable, en tant que Hornets, avec les équipes qu'on a décrites dans le contexte, de développer comme il faut Kobe Bryant pour qu'il devienne le franchise player qu'il est devenu? Parce que c'est ça aussi le truc. Tout à fait. Parce que sur l'éthique de travail de Kobe, je pense que personne n'a trop de doutes. Bah, sur l'éthique, non. Mais on va répondre d'abord à la question que tu avais sur le côté titre. Tu te doutes qu'en effet, c'était ça la première question que j'avais, sur l'éthique de travail, tout à fait, c'est que tu sais que Kobe aurait été un malade, il aurait taffé, et ça aurait été un All-Star chez les Hornets, à voir si ça aurait été une superstar, parce qu'il y a du Phil Jackson qui rentre dans l'équation quand même du côté de... C'est pas mal aussi pour commencer ta carrière par 3 bagues. Tout à fait. Le Phil Jackson qui a joué avec 2-3 arrières pas mauvais. Je crois, balle en main. Donc forcément, à Charlotte, je pense qu'on est d'accord, ça aurait été une star. Mais après... Le contexte est différent. Tout à fait. Un titre, ça me fait forcément penser à la gestion de cette franchise. Je vais pas dire depuis le début, mais quand est-ce que les Hornets ont été véritablement bien gérés et donc aurait-il bien entouré Kobe à Charlotte? Est-ce qu'il l'aurait bien entouré? Est-ce qu'il l'aurait bien géré? Est-ce que, du coup, deuxième question un peu induite, est-ce que Kobe aurait passé 20 ans dans la même franchise? Franchement, j'ai envie presque de dire non direct à celle-là, moi. Moi, j'ai l'impression que... Ouais. Non? Si, tout à fait. Et je pense que ce serait trop compliqué parce qu'il voulait du gros marché. Ça file aux Sixers très vite, ça. C'était les parents, tout à fait. Et les parents, Sixers, ouais. Les parents et agents, Arne Tellem disaient vraiment, on veut un gros marché. On sait la pépite qu'on a. On veut qu'elle explose sur le plus gros des markets. Donc tu veux Los Angeles, tu veux New York, tu veux peut-être que Kobe aurait joué au Knicks. Mais je suis d'accord que ça aurait été compliqué de faire 20 saisons dans la même franchise. Idée dans la tête des gens, toi. Bien sûr. Bon, en fait, au-delà, il y a ces questions-là, tout à fait, de titre et de longévité, puisque comme tu le dis, c'est un des, avec Dirk Nowitzki, joueur qui a fait le plus de saisons consécutives dans la même franchise. Tout à fait. Donc je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il aurait probablement demandé à bouger, mais là où je pousse peut-être le truc encore plus loin, et je te pose la question et je veux bien la réponse de tout le monde, est-ce que Kobe aurait été Kobe, si tu veux, en étant chez les Hornets et en restant? C'est-à-dire que quand tu es transféré chez les Lakers, déjà Kobe parle du fait de prendre... Il prend comme un affront le fait que Dave Cowens et les Hornets disent on n'a pas trop besoin de toi, on va prendre Vlade Divac. Et je pense qu'on est gagnant dans le trade. Donc lui, il en parle souvent après, on sait que c'est la Mamba Mentality et tout ce qu'il a créé autour de... Ouais, quand même, il l'a pris personnellement. Il l'a pris personnellement. Et... Voilà, les gens comprendront la ref. Ouais, exactement. Mais il croise quand même la route de Phil Jackson. Je sais pas si Phil Jackson aurait été le coach des Hornets. Non, effectivement. Non, mais clairement, il y a plein de paramètres comme ça. Et t'as Jerry West tous les jours dans ton oreille. Il a croisé la route de Phil Jackson, il a croisé la route de Shaquille motherfucking O'Neal. C'est ça. Attends, aussi. Et en 2000, hein, enfin de 96 à 2004, tu vois pas genre... Le bug. Alors après, on en revient toujours, on a déjà débattu cette chose pendant des dizaines et des dizaines de minutes quand on a classé le top 100 et tout, mais en tout cas, on peut pas nier que
aussi talentueux que Kobe a pu être et était dès le début, parce qu'après l'utilisation et tout, par Hornets, il aurait peut-être été titulaire direct par contre, tu vois, ou très vite. Ah oui, plus vite qu'aux Lakers. Complètement. Mais effectivement, est-ce qu'il aurait été suffisamment bien entouré, suffisamment bien coaché, suffisamment bien géré d'une manière générale pour devenir le Kobe Bryant qu'il est devenu et donc un alpha capable autour duquel tu peux construire une équipe qui gagne le titre? Non, moi je suis pas sûr non plus. C'est pas faire offense aux Hornets, c'est que c'est pas facile en fait. C'est ça, c'est que toute cette légende qui a été créée autour de Kobe, tu te dis mais peut-être qu'à Charlotte ça aurait pas été la Mamba mentality, tu sais. Si ça se trouve en fait, no disrespect, mais si ça se trouve Kobe à Charlotte, c'est Paul George en fait. Est-ce qu'on est en train de dire que Kobe Bryant il aurait pas de bague du coup? Potentiellement. Ouais, tu peux. Mais non mais attends, c'est quand même un délire. Mais bien sûr, parce qu'il y a des gars comme ça, mais attends. Moi, ça ne m'aurait absolument pas étonné, je dis n'importe quoi, que Kobe nous fasse une George Gervin, il fait une putain de carrière individuelle, ou à la Dominique Wilkins, tu vois, t'es dans une autre franchise, tu te trouves le cul, excusez-moi de l'expression, pour essayer de mettre tes défenseurs dans la sauce, t'essayes de faire des énormes... Oui, par exemple, non, mais dans ce registre-là. La même année et tout, machin. Exactement, ou Paul Pierce, s'il croise pas la route de KG, ou d'autres gars comme ça. Ouais, exactement, mais il y a des... Je pense que Kobe aurait été individuellement très très fort, mais qu'il y a des monstres sacrés. Peut-être que Kobe serait dans le top 10 des monstres sacrés, des joueurs sans bague. Parce que ça aurait été, je pense, in fine, incroyable techniquement, en termes de mentalité, de travail sur son footwork. Il y a des choses. Le mec qui aurait joué au FC Alaska, je pense qu'il aurait quand même bossé sur son footwork, tu vois. Mais c'est pas genre plus ou moins parce que t'es coaché par Phil Jackson ou pas. Enfin, il aurait bossé. Ouais. Mais après, tu bosses pour quoi? Tu bosses pour faire des grosses perfs individuelles dans des collectif qui ne te mène pas loin. Tout à fait. C'est chaud. J'en ai une pour toi. Vas-y, pose. Vlad Divac. Ouais. Finalement, il accepte de pas prendre sa retraite. Il dit bon allez, je vais jouer à Charlotte et puis après il va jouer avec les Kings pour se faire taper par Kobe notamment. Ouais. S'il craque pas et qu'il prend vraiment sa retraite là, ou qu'il refuse ce trade, il n'y a pas la place pour signer Shaq. Il fait quoi le Shaq? Il fait quoi? Il reste à Orlando? On fait une dynastie avec Horace Grant et les restes de Penny Hardaway? Moi, je pense que en 96, ça se voyait trop le Shaq. Donc, je pense que si Jerry West a réussi à le charmer, je pense qu'il serait parti pour. Il y aurait une autre team. Qui lui aurait mis la thune, mais je ne pense pas qu'il serait resté à Orlando. Alors oui, mais donc on parle bien d'une autre équipe qui aurait pu profiter du prime de Shaq. Ouais. Donc ça, c'est un petit what if, ouais. C'est un petit what if, c'est-à-dire quelle autre équipe aurait fait le three-peat en 2000, 2001 et 2002? Alors aurait été Phil Jackson du coup. Franchement, non mais tu vois, quelle autre équipe tu as? Parce que Shaq... Faudrait qu'on revoie le salary cap des équipes en 96. On va regarder en détail quelles sont les équipes qui avaient les moyens potentiellement de filer un gros contrat à Shaquille O'Neal. Il y en avait sûrement. De filer potentiellement, je sais pas, New Jersey par exemple, peut-être. Ça se trouve, ils avaient le cap ou pas? Parce qu'il est de là-bas, l'ami Chakos. Ça aurait été sympa, ça. Je te laisse faire. Il aurait pu jouer avec Kerry Kittles. Honnête, là où il avait défoncé les arceaux. Et ça se trouve, son champion, Kerry Kittles. Ça se trouve, il... Oh putain. C'est la récap history. Ah, tu crois que tu vas pouvoir trouver le détail comme ça, année par année, du cap disponible et tout? Ça m'étonnerait. En tout cas, pas en 3 clics comme ça, là. Je pense que ça nécessite... Mais en tout cas, oui, clairement, très bonne question. Si Divac avait fait sa mijaurée et avait refusé de se laisser convaincre par Jerry West et tout, et donc pas aller aux Hornets, et donc que le trade tombait à l'eau, parce que Divac prend sa retraite, et donc les Lakers ne peuvent plus derrière signer Shaquille O'Neal, je pense qu'une autre équipe aurait mis la blinde sur Shaquille O'Neal. En 96, ça se voit trop. Bah oui. Genre en 96, quelle équipe ne met pas la blinde sur Shaquille O'Neal, quoi? Quel fou ne mettrait pas la blinde sur Shaquille O'Neal en 96, tu vois? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Bah oui, ça allait dans ce sens. C'est compliqué. Donc je pense qu'il y aurait une autre équipe, et je pense qu'effectivement, ce trade est également d'une grande influence sur la carrière du Shaq. Et sur, du coup, l'histoire des Lakers. Et parce sur que, les... Pardon. Bah, bien sûr. Et sur l'autre, il leur ramène 3 bagues. Enfin, pas tout seul, hein, mais je veux dire, voilà, il est le cœur de 3 bagues. Et donc, s'il y a 3 bagues, ça veut dire qu'il y a 29 franchises qui n'ont pas eu de bague, dont certaines qui, au début des années 2000, auraient bien aimé ne pas croiser la route de Shaq et Kobe et Phil. Salut les Kings. Les Spurs, salut les Kings. Donc les Kings ont un titre. Nets. C'est que les Nets. Non. Ils se font rouler dessus par les Spurs ou par les Blazers. Ils ont pas roulé dessus, il y a eu 4-2, je crois. Non mais oui, mais s'il y avait eu les finales de l'époque... Ouais. Qui sortent les Blazers en 2000. Ouais.
En 2001, ils sortent un titre pour Reggie Miller. Les Lakers, ils doivent sortir les Kings. Encore? Non, c'était en 2000. En 2001, c'est les Sixers. En 2000, c'est les Pacers. En 2001, c'est les Sixers de Allen Iverson. Et en 2002, voilà. On va pas reparler de 2002, on en parle dans chaque What If quasi. C'est les Kings. Les Kings auraient une bague. Peut-être que des franchises. Tout à fait, peut-être que des. Alors, dans chaque What If, les Kings auraient une bague. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est assez fou et tu te rends compte de la magie qu'il y a autour de cette draft. Nous, tous les ans, on fait la draft. À chaque fois, on se dit, putain, mais c'est des moments qui sont dingues parce qu'on revoit il y a quelques années les Bucks qui se disent, vas-y, on va prendre le grec là, qui court là en D2. Là, qui court en D2. Là, les Spurs, on va peut-être prenez George Hill, on va vous prendre Kawhi. Tous les ans, tu as ces espèces de trades là, Luka Doncic versus Trae Young. Tu te dis, mais il se passe des trucs complètement dingues. C'est un des trades les plus marquants de l'histoire de la NBA, le soir de la draft. Bien sûr, par toutes les facettes qu'il a. Kobe aux Hornets. Kobe aux Hornets, c'est quoi? Complétez cette phrase. Kobe aux Hornets, c'est Georgie. Est-ce qu'il aurait porté le 23 du coup en Caroline du Nord? Ou il aurait quand même fait pareil le 8? Qui porte le 8 à l'époque? Je vais checker qui porte le 8 à l'époque. Aux Hornets. Est-ce que quelqu'un porte le 8 déjà à l'époque? Oh, bien sûr. Regarde, je vais te trouver ça. Non, mais le 8 dans l'effectif des Hornets de l'époque, je veux dire. Personne ne porte le 8. Voilà. Tu vois. C'est Et beau, le 23 ça. Attends, la saison suivante. Personne ne porte le 8, personne ne porte le 23. Ah, il aurait eu le choix. C'est beau. Hein. C'est Kobe avec le 23 en Caroline du Nord, qui tire la langue sur les dunks. Ça aurait été un bon délire quand même. Ça aurait été drôle. Bien sûr. En 2006, Jordan arrive. Propriétaire minoritaire. 2010, c'est ça? 2010, propriétaire majoritaire. Est-ce que Kobe aurait encore été là? Est-ce que Kobe aurait joué sous le mentorship? Le mentorship de son propriétaire qui est son idole. Enfin, une de ses idoles. Ça aurait pu être un délire. Est-ce que les Hornets auraient fait sold out pendant 15 ans? Non mais attends, ça aurait pu être un délire. Jordan proprio, Kobe sur le terrain, pardon. C'est pas la même franchise. Hein. Bah oui, c'est pas le même délire. Tout à fait, mais on parle du Kobe qu'on connaît aujourd'hui, alors que si ça se trouve Kobe sous Jordan en tant que proprio, c'est Paul George, c'est-à-dire que t'es mal entouré. Je te rappelle, attention. Hein. Oui. T'es mal entouré, tu fais que le premier tour des playoffs et tu te chies dessus au premier tour. C'est clairement un des trades de draft qui est l'un des plus gros tournants qui a changé le plus de destinée en fait. Celle des Lakers, celle de Shaq, celle de Kobe, celle des Hornets, celle du basket, celle de Vlade Divac. Il y a des enfants qui ont grandi comme moi, comme plein, avec les exploits de Kobe aux Lakers. On parlait de Kobe, de Vince, de Iverson, etc. Peut-être que ça aurait été les exploits de Karim Rush aux Lakers. Peut-être que Kobe aurait été, tu vois, un espèce de Derek Anderson du pauvre. Non, mais on n'aurait jamais eu Kobe et Shaq. Nom de Dieu. Ouais, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Ça c'est magnifique. Ça c'est chaud. Évidemment, on vous laisse poser vos grandes questions. On aura l'occasion aussi d'y répondre, de les rechecker et d'en parler sur les réseaux sociaux. Nous, on va devoir se donner une petite note, si je dis pas de bêtises. Allez, c'est ça. Une petite échelle de What If. C'est l'heure de l'échelle du What If. L'échelle du What If. Bim. Avec Léonce qui va nous mettre ça bien comme il faut là. Ouais, avec plein d'étoiles, surtout 5 quand Alex en met entre 7 et 13. Vous pouvez jouer aussi à ce jeu, c'est simple. Une étoile, c'est que ce What If, cette enquête, n'est pas si importante dans l'histoire du basket et de la NBA. Si vous mettez 5 étoiles, c'est que, oh putain, ça en a changé des destinées. Ah bah ouais, clairement tu veux... Le floor is yours, combien d'étoiles? Honnêtement, je pense que c'est une enquête qui mérite un 5 sur 5. Ah ouais. Bah, pas un 12 sur 5, tu vois, mais un 5 sur 5. Ouais, parce qu'il y aura d'autres enquêtes qui seront très intéressantes, mais dont les multiples impacts ne seront pas aussi énormes que là. Là, regarde ce qu'on vient de dire. On vient de dire, il n'y aurait pas eu Kobe et Shaq. On vient de se demander si les Hornets n'auraient pas pu choper des bagues. On vient de se demander... qu'est-ce qu'il adviendrait des Lakers du coup, puisque du coup potentiellement tu peux avoir ni Shaq ni Kobe. Déjà rien que ça, où va Phil Jackson? Quelle est la carrière d'un monstre comme Kobe au final en fait? Nous on a connu la carrière d'un monstre. On a connu 20 ans de carrière avec des très hauts, des très bas, des machins, des trucs, tout ce que vous voulez et tout. Voilà, mais on a connu la carrière d'une légende.
ce serait peut-être pas le cas, en fait, tout simplement, tu vois, puisqu'on sait très bien que l'environnement joue pour beaucoup, que le talent seul et l'éthique de travail ne peuvent pas suffire. Donc, ouais, c'est un what if énorme qui touche aux Hornets, aux Lakers, potentiellement aux Nets, à Shaquille O'Neal, un top 8 player all-time. Top 10. Donc à Kobe Bryant, bien évidemment, à plusieurs coachs, à plusieurs destinées. Donc franchement, finalement, on verra là dans les enquêtes qu'on a prévu de faire sur les lundis à venir, mais tu verras qu'il n'y aura pas si souvent que ça des enquêtes avec autant de retombées, en fait. Des retombées sur des légendes, quoi. Quoi, toi, c'est... 4. Ah oui, quand même. Donc, quand même, t'es quand même sur... Ouais, je peux pas le mettre au même niveau que ceux où j'ai donné 5 sur 5, parce que je pense que, en effet, comme tu viens de le dire, l'éthique de travail fait que, bon, tu peux pas juste avoir besoin de ça, il faut aussi être bien entouré. Et ça se trouve, en effet, comme je le disais tout à l'heure, t'as pas Phil Jackson qui croise la route de Kobe, et Kobe, en fait, ça devient un jack-up, c'est-à-dire un mec qui envoie 28 points à 28%, et en fait, c'est relou, mais c'est tout. Je crois quand même qu'il y avait un élément de greatness qui fait que il aurait rendu une autre franchise nettement meilleure. Ouais, mais de là à gagner le titre... De là après à être aussi bien entouré, je sais pas, et quelque part peut-être que les Lakers sont à chier la saison suivante et draftent Tim Duncan en 1 en 97. Dis pas de choses comme ça. Bah non mais attends, parce qu'on l'a pas fait quand même dans les grandes questions. C'est que derrière, du coup s'ils font un 0... Jerry West se retrouve avec le pick 1. Yeah. On va prendre Keith Van Horn. Non, je mets 4 étoiles parce que ça reste quand même énorme. On parle de 2 légendes de la NBA. Mais la note maximale, je donne pas 50 dès qu'un joueur réussit un dunk au dunk contest. J'ai besoin, un 5 sur 5, c'est vraiment le truc qui m'empêche de dormir. Là, bon, Kobe aurait été extraordinaire, je pense, avec les Hornets. Shaq aurait roulé sur autre chose. Peut-être qu'il aurait eu un autre coéquipier aux Lakers. Peut-être que Jerry West aurait tenté autre chose. Mais je trouve qu'il y a des éléments suffisamment stables qui font que c'est une très bonne note. Mais je mets pas le maximum. Okay. 5 sur 5 pour Alex, 4 sur 5 pour Bibi. Dites-nous, vous, quelle note vous metteriez à cette grande enquête, bien évidemment liée à Kobe et aux Hornets. En faisant plein de bisous à la fanbase de Charles qui évidemment est en PLS suite à cette vidéo, et surtout en pensée et en hommage évidemment à Kobe Bryant qui nous a quittés il y a 1 an, et à tous les fans de cet extraordinaire joueur. On vous fait plein de bisous et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Ciao, ciao. Ciao.